Petite introduction assez rapide. Maintenant, je vais laisser la parole au docteur Claire Blanchard, que je remercie d'être présente aujourd'hui pour vous parler de chirurgie bariatrique. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis professeure Claire Blanchard, je travaille au CHU de Nantes. Je suis spécialisée en chirurgie bariatrique. Et en fait, j'ai eu la chance de participer aux nouvelles recommandations de la prise en charge en chirurgie bariatrique et aussi toute la prise en charge globale tout autour de la chirurgie bariatrique. Donc, pour vous remettre en fait dans les lignes, donc je suis désolée pour ceux qui sont venus à la Sophro qui m'ont déjà entendu. Donc, en fait, il y a eu un rapport de l'IGAPS qui a mis en avant et en difficulté surtout la prise en charge, le suivi des patients. Et il y a eu tout un plan d'obésité, comme pour la prise en charge de cancer, qui a été demandé par la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge de l'obésité. Euh, donc, pour cela, en fait, on a été missionné, donc on est en tout 6 chargés de projet, 3 médecins nutritionnistes, donc c'est le professeur Aaron Winowski, le professeur Brindisi et le professeur Montastier. On est 3 chirurgiens, donc docteur Robiro, le docteur Lazati, moi-même, et 2 présidents qui sont des professeurs en nutrition. Vous voyez, ça s'est pas fait en 5 minutes, c'est-à-dire qu'à partir de mai 2022, on a une note de cadrage, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont posées. Alors, on peut discuter d'en remettre si on note qu'il y a quand il y a une importance à appuyer dessus. Mais sinon, c'était assez strict. Et donc, par exemple, on ne pouvait pas parler des interventions, c'est un autre sujet. Les IMC 30-35, c'était aussi un autre sujet, etc. Donc, il y a eu en tout 9 séances, des séances qui se déroulaient sur toute la journée, avec nous, en tant que chargés de projet, on avait un rétro-planning où on devait répondre à telle question avec la littérature, toujours en lien avec la littérature. Proposer le texte, ce qui était relu déjà en amont avant, et puis après qui était proposé lors des séances à un groupe de relecture et d'experts. Une fois que le document a été finalisé, c'était en juin 2023, il y a eu un premier groupe de relecture. Donc là, euh, c'est tous les personnes qui sont présentes au moment des GT, nous, qui relisons l'ensemble du document. Puis c'est envoyé en septembre 2023 à l'ensemble des sociétés savantes, donc que ce soit bien sûr les associations de patients. Puis après, c'est passé en commission HAS. Il y en a 2 fois, 2 commissions pour après être validées in fine. Donc, en tout, ces recommandations, aujourd'hui, moi, je vous parlerai que des recommandations chirurgicales, pas des recommandations médicales qui sont parues juste avant. Donc, pour la prise en charge médicale, bien sûr, on se rapporte à des recommandations qui sont sorties l'année dernière. Donc, voilà. Donc, il y a une fiche synthétique qui résume la prise en charge sur cette page. Il y a en tout 160 recommandations qui ont été écrites. Il y a un argumentaire qui est assez long que je vous invite à lire s'il y a des questions qui vous intéressent, où la littérature est à jour, en tout cas jusqu'à fin 2023. Donc voilà tout le groupe en fait de relecture qui était présent pendant les GT. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de sociétés savantes aussi. Il y a eu des experts à chaque fois dans des questions bien posées. Par exemple, en cardiologie, il y avait un professeur en cardiologie, en psychiatrie, un professeur en psychiatrie, etc. Tout d'abord, donc, je vais vous parler des indications, contre-indications, le bilan préopératoire et l'adaptation thérapeutique. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas, je vous répondrai au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. La présentation, elle dure un peu moins d'1 heure pour justement avoir des moments de partage. Concernant les indications donc, de la chirurgie, euh, bien sûr, donc les recommandations jusqu'à 2009, c'était les IMC au-dessus de 40 kg par mètre carré, les IMC au-dessus de 35 avec des maladies associées comme l'hypertension, le diabète de type 2, l'apnée du sommeil, et une prise en charge au moins de 6 mois globale, nutritionnelle, avant d'arriver à la chirurgie. Ce qui a été dit et ce qui a été revu dans ces recommandations, c'est pour les IMC avec des IMC très hauts, au-delà de 60. En fait, il faut que ces dossiers de ces patients soient discutés dans des RCP de recours. Les RCP de recours, c'est des RCP en lien avec des centres spécialisés de l'obésité. Donc ici, en Pays de Loire, c'est au CHU de Nantes. Mais par contre, la chirurgie, en fonction des centres, en fonction de tout ce qu'il y a,
Ça peut être dans tout centre autorisé. Vous savez qu'il y a un décret qui est sorti fin 2022 sur les autorisations en chirurgie bariatrique. Je vous rappelle que pour être un centre, il faut avoir au moins 2 opérateurs, dont un qui a une formation avec un DIU en lien avec la chirurgie de l'obésité. Il faut au moins 50 procédures par an. Il faut un plateau technique, notamment de réanimation ou en lien avec la réanimation. Il faut un plateau d'endoscopie et une prise en charge multidisciplinaire. Pour l'instant, ça n'a pas été encore mis en place, c'est-à-dire que les centres n'ont pas été fermés, ouverts, voilà. C'est en cours. Bon, il y a en ce moment plein de difficultés politiques, on va dire ça comme ça. Donc, normalement, ça devait être mis en place pour septembre de cette année, peut-être janvier 2025, mais en tout cas, c'est en... Alors, la question qui s'est posée, c'est aussi le quid des patients entre 30 et 35, et là, ça a été assez clair. Il y a des recommandations qui sont parues en 2022 sur la chirurgie métabolique, avec une autorisation pour les patients qui ont un diabète de type 2, difficilement équilibré, qui est suivi depuis au moins 1 an, et qui avec une décision collégiale incluant le diabétologue. Donc là, il y a un intérêt pour ces patients-là, ça a été vu. Par contre, pour toutes les autres comorbidités, par exemple la NASH, l'hypertension, l'apnée, c'est pas démontré, la littérature est encore trop pauvre. Donc en France, on ne peut que 30-35 avec un diabète de type 2, au moins suivi pendant 1 an. Bon, bah, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas de Donc, souci. je vous disais, donc 30 et 35, donc en fait, on ne peut pas, en dehors du diabète, en fait, prendre en charge chez une malade. En fait, il n'y a pas encore assez de littérature fournie pour dire qu'il y a un intérêt pour ces patients. Pour les indications au-dessus de 35, donc c'est-à-dire 35, 40 ou au-delà, bien sûr, il reste le diabète avec un vrai intérêt démontré, une amélioration du diabète sur le long terme, voire une rémission, plus besoin d'insuline. Ça reste le traitement actuellement le plus efficace, même plus efficace que les analogues de GLP-1 actuellement. Concernant l'hypertension artérielle, donc il n'y avait pas de cut-off, on n'arrive pas à retrouver de cut-off dans la littérature sur savoir si c'est 2, 3 traitements. On voit bien que dans la vie courante, en fait, on améliore leur tension pour ceux qui ont surtout des hypertensions très sévères. C'est rare qu'on arrive à enlever l'ensemble des traitements. L'hypertension, c'est multifactoriel. Avec le vieillissement aussi, il y a plus d'hypertension. Mais ça reste une comorbidité. On ne pouvait pas trancher, en tout cas de l'enlever. Concernant les dyslipidémies, ce qui est montré de façon formelle dans la littérature, c'est l'hypertriglycéridémie au-dessus de 5 grammes par litre, qui est refait à 2 reprises en dehors d'un éthylisme chronique et en dehors d'un diabète déséquilibré. Concernant l'hypercholestérolémie, il y a des papiers qui montrent qu'il y a un intérêt, mais c'est encore trop peu fourni pour en donner une indication à proprement parler. Concernant l'apnée du sommeil, c'est une indication. C'est pareil, on s'est beaucoup posé la question, appareillé, non appareillé, quel stade? Dans la littérature, c'est jamais très bien décrit. Et donc, il y a eu un accord d'experts sur le fait que ça serait l'indice d'apnée du sommeil, d'hypopnée, pardon, supérieur à 15 par heure, appareillé ou non appareillé, qui est une indication. Une nouvelle comorbidité apparue, c'est l'asthme. Il y a une nouvelle entité sur l'asthme qui s'appelle l'asthme en lien avec l'obésité, due à une réaction inflammatoire importante. C'est pas un asthme allergique, c'est vraiment un asthme en lien avec l'obésité. Il faut un avis pneumo ou ORL, en tout cas, qui donne une indication. Ça réduit le traitement de l'asthme, ça améliore l'hyperactivité bronchique, la fonction pulmonaire, et ça réduit les hospitalisations pour l'asthme grave. Concernant la NASH, ou ce qu'on appelle maintenant la MASH, beaucoup de papiers ont mis une amélioration, voire une guérison de celle-ci après la chirurgie bariatrique, et encore plus quand on perd plus de poids avec des chirurgies métaboliques plus importantes. Elle est recommandée jusqu'à une cirrhose chez A. Au-delà, en fait, les B, les C, on ne peut pas opérer les patients en vue de la mortalité et morbidité très importante de ces patients. Et ça, c'est vrai pour toute la chirurgie en général, digestive. Donc, jusqu'à A, oui. B, C, c'est une contre-indication. Une nouvelle entité aussi et une indication, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. On sait que les femmes en situation d'obésité ont beaucoup plus de difficultés à avoir des grossesses spontanées. On sait aussi que les projets d'assistance médicale de procréation au-delà de 35 d'IMC, les chances en fait sont à moins de 1%. Et donc en fait, ces patientes sont souvent adressées pour perte de poids, pour améliorer en fait
la fertilité permettent un projet d'AMP plus favorable. Donc, les syndromes des ovaires polykystiques est une indication, ainsi que toutes les patientes qui ont des troubles de la fertilité. Plus vite elles seront prises en charge, plus elles ont de chances d'avoir un enfant. Concernant la maladie rénale chronique, c'est pareil, une nouvelle indication. Ce qui est démontré, c'est que quand on perd du poids, on a une augmentation de son filtration glomérulaire et une amélioration de sa maladie chronique, qui est en lien à la fois avec l'obésité, avec le diabète. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les patients, les patientes, grâce à la perte de poids, vont avoir, finalement, elles vont pas arriver jusqu'à l'insuffisance rénale terminale, qui va permettre d'éviter la dialyse. Et pour les patients qui, par contre, malheureusement, sont déjà hémodialysés, vont permettre d'avoir accès à la greffe rénale, ce qui est actuellement très difficile à atteindre pour les patients qui ont des IMC au-dessus de 35. Concernant tout ce qui est ostéo-articulaire, alors là, il est difficile de dire qui, quoi. Ce qu'on a mis était d'accord avec une littérature qui est fournie, mais finalement, il n'y a pas, c'est pas bien détaillé. On ne sait pas trop la sarcopénie, on ne sait pas le degré d'invalidité. En tout cas, ce qui est acté, c'est la gonarthrose sévère, la coxarthrose sévère, les lombalgies chroniques, mais avec un avis orthopédiste rhumatologique, c'est-à-dire que le patient qui a juste mal au dos comme ça, qui est dû au poids, bien sûr, mais aussi à une ceinture abdominale qui n'est pas renforcée, en fait, il ne peut pas avoir accès à la chirurgie bariatrique comme ça. Il faut vraiment un avis rhumato-ortho. Une nouvelle indication est l'incontinence urinaire invalidante. En fait, ce qu'on voit, et les urologues et les gynécologues sont de plus en plus confrontés, des patients ou des patientes qui ont des troubles urinaires, des fuites urinaires dues à une pression abdominale importante et avec des traitements médicamenteux qui ne marchent pas tant que les patients ne perdent pas de poids. Donc, en fait, c'est des patients qui peuvent être adressés après avis, bien sûr, d'un gynécologue ou d'un urologue. L'hypertension intracrânienne reste une indication. Et enfin, une nouvelle indication, c'est l'hernie pariétale ou l'éventration complexe. En fait, les recommandations maintenant des sociétés, c'est les patients en situation d'obésité, même au-delà de 32 d'IMC. En fait, on sait que quand on les opère d'hernie ou éventration, ça ne marche pas, dû à la pression intra-abdominale qui fait que en fait, la paroi, en fait, il y a une pression abdominale et qui fait que la paroi continue à craquer malgré la mise en place de prothèses, ce qui engendre d'autres complications derrière, d'autres interventions. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut que les patients perdent du poids. Concernant les seuils d'âge, jusqu'à 2009, dans les recommandations 2009, c'est 18-60 ans. Puis, on a bien vu, en fait, qu'il y avait un élargissement dans les RCP, avec aussi de la littérature. Alors, certes, ce n'est pas encore des grands effectifs qui comparent supérieur à 60 ans, inférieur à 60 ans. Ce qu'on voit pour les patients, c'est que la perte pondérale, elle est un peu moins importante, ce que j'explique aux patientes, aux patients. Le repos, la ménopause favorise en fait qu'il y a moins de perte de poids. Il y a aussi le fait qu'on se mobilise moins de dépenses énergétiques, pardon. Et donc, les patientes vont perdre du poids, mais pas autant. Par contre, il y a peu de données sur la composition corporelle, c'est-à-dire sur la sarcopénie, la masse musculaire, les déficits vitaminiques. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours mettre en balance, et c'est vraiment aussi l'âge physiologique des patients qui est important. Alors, si on regarde la littérature, il y a des études de registre, donc une qui avait comparé supérieur à 60-64 ans, supérieur à 70 ans, et puis les patients qui avaient puis 65-70. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y a une morbidité un petit peu plus importante chez les patients à plus de 60 ans. Ça, c'est vraiment plus important. 11,3% versus 3,5%, surtout après bypass. Mais par exemple, au-dessus de 70 ans, là, il y a une mortalité qui est 5 fois plus élevée. Et donc, oui, jusqu'à 70 ans, avec toujours la balance bénéfice-risque, à discuter au cas par cas pour chaque patient. Mais au-delà de 70 ans, non, sous réserve bien sûr d'études, voilà, de protocoles, de cas par cas, mais ce n'est pas recommandé. Alors, les contre-indications, elles restent les mêmes. C'est tout ce qui est troubles psychiatriques graves. Je rappelle que c'est les contre-indications temporaires. Donc, un patient qui vient de faire une tentative de suicide, ce n'est pas le moment d'aller l'opérer. Les troubles psychotiques non stabilisés, les épisodes dépressifs, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire non traités. Il faut faire très attention à tout ce qui est TCA, l'hyperphagie boulimique, les antécédents de boulimie, d'anorexie. Et là, ça
quand il y a des trous comme ça, il faut que ça soit validé en RCP de recours pour vraiment revoir. Il y a des fois, on peut être amené de plus en que les patients voient un addictologue en plus pour confirmer, pour avoir un suivi. Ça peut être un avis vraiment très temporaire. Nous, à Nantes, on les envoie ou à l'espace, les patients vont à l'espace Barbara. C'est des préparations qui sont longues. C'est des patients qu'on peut être amené à opérer 3, 4 ans après, mais l'objectif, il faut que le patient comprenne vraiment qu'on ne peut pas les opérer tant que ce n'est pas réglé. Il y a la toxicomanie, donc tous les usages alcool, troubles psychoactifs. Voilà, il faut faire aussi attention parce qu'il y a vraiment un avis d'un addictologue, c'est-à-dire qu'il peut avoir après par la suite des transferts d'addiction. Donc c'est important en fait de bien prendre en compte ces risques. Tout ce qui est contre-indication anesthésique, donc je vous avais dit sérotype B, C, puis anesthésie générale. En général, c'est des patients qui sont inopérables. Alors après, avec maintenant l'avènement des traitements qui vont arriver, des techniques endoscopiques, je pense que ça peut être une très bonne alternative pour ces patients. Tout ce qui est maladie incurable, avec un bémol, avant, il y avait vraiment un cut-off de 5 ans pour les cancers. Maintenant, en fonction du cancer, en fonction des RCP d'oncologie, on peut être amené à diminuer ce temps de 5 ans. Je vous donne pour exemple un cancer du sein. On sait que c'est des cancers qui sont vraiment en lien avec l'obésité pour une partie. Et en fait, le fait de faire perdre du poids aux patientes ou aux patients, en fait, diminue le risque de récidive. Et donc, c'est des patients qu'on va être amené à voir beaucoup plus tôt à la demande des oncologues pour en fait leur permettre d'avoir moins de risques de récidive. Et puis l'handicap, les handicaps moteurs, les patients paraplégiques, il faut discuter avec le médecin de MPR, de neuro et c'est une RCP de recours. Enfin, les obésités rares, là c'est dans des RCP particulières qui s'appellent la RCP Prador nationale. En fait, il y a aussi des traitements qui sont arrivés pour certaines pathologies. Donc, il ne faut pas les opérer comme ça se discute vraiment au cas par cas. Pour les déficiences intellectuelles, il faut des RCP de recours, s'assurer bien de la compréhension, de la capacité de compréhension et surtout de l'environnement. Je vous donne par exemple, j'ai opéré à 3 reprises des patients, mais qui étaient en institution, une obésité extrêmement sévère, mais qui étaient entourés avec une éducation thérapeutique tout autour, tout un lien, des infirmières, des diététiciennes, un entourage, une famille présente, et avec des résultats qui sont vraiment très satisfaisants, mais parce que patients dans des institutions et très entourés, avec toujours quelqu'un qui les accompagnait à toutes les séances, et avec un vrai projet d'équipe derrière. Alors, le bilan préopératoire, comme je vous ai dit, donc, et là, tout est résumé dans les recommandations. Il faut vraiment cette première consultation. Alors, elle est chirurgicale ou non, elle est médicale. Voilà, le but, c'est que les patients soient pris en charge. Qu'il y ait une prise en charge complète, c'est un bilan de santé complet. Donc, tout est résumé avec une prise en charge vraiment nutritionnelle importante et toute la prise en charge médicale qui sont dans les recommandations médicales qui les patients aient ou pas une chirurgie. Alors, la prise en charge, c'est recherche d'hypertension, la sarcopénie, la NASH, la maladie rénale chronique, le poids, la taille, tous les dépistages des comorbidités. Et si les patients vont être amenés à une chirurgie, c'est un bilan pneumologique. Donc, c'est au minimum des EFR, des gaz du sang. Et puis, c'est aussi une prise en charge, même en dehors de la chirurgie de l'obésité, qui doit être faite pour rechercher le syndrome d'apnée du sommeil et syndrome d'hypoventilation, pardon. Il faut aussi un bilan cardiologique, il faut rechercher une hypertension, il faut aller rechercher s'il y a des problèmes cardiaques. On peut être amené à faire une échographie cardiaque en fonction en fait, des recommandations des sociétés françaises de cardio. Pour la chirurgie, par contre, il faut que les patients arrêtent de fumer au moins 6 semaines avant la chirurgie. Ça multiplie par 5 les complications chirurgicales. Et l'objectif est vraiment de ne pas avoir de complications, bien sûr. Donc, en fait, les patients doivent arrêter 6 semaines avant, au moins 1 mois après aussi. Les patients ne sont pas opérés du jour au lendemain, donc c'est un travail à faire sur le long cours. Il faut évaluer la capacité masticatoire, il faut essayer au maximum qu'ils voient le dentiste, qu'ils règlent tous leurs problèmes dentaires. Le problème, c'est que c'est souvent des patients qui n'ont pas trop d'argent. Faut pas, voilà. Donc c'est un petit peu, cette partie-là est assez compliquée. Et puis, il faut dépister les cancers du sein, colorectal, mais comme dans la population générale. Enfin, pour le diabète de type 2, ou même si c'est un diabète de type 1, mais c'est un peu particulier, il faut repousser la chirurgie si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 9% pour les mêmes raisons des complications chirurgicales.
faut faire un fond d'œil 3 mois avant chez les patients diabétiques insulino-traités ou mal équilibrés. Et puis, bien sûr, pas de grossesse dans l'année qui suit. Ça, c'est vraiment, faut mettre une contraception efficace. Donc là, il y a les recommandations de Bariamat, où je vous invite à lire, où il y a toutes les indications de contraception en fonction des techniques. Et il faut faire des bêta-HCG 48 heures avant la chirurgie. Concernant le régime préopératoire, il n'y a aucun intérêt qui a été démontré dans la littérature sur les complications. Il n'y a pas non plus d'intérêt sur le long terme. Ce qu'on voit en pratique courante, c'est que les patients, par exemple, les régimes yaourt, les régimes hyperprotes, ça les dégoûte en fait et c'est difficile pour la réalimentation après. En tout cas, nous au CHU Nantes, il n'y en a jamais. C'est vraiment, s'il y en a besoin, c'est parce qu'ils ont des hépatomégalies, surtout du lobe gauche, qui sont trop importantes, c'est difficile la chirurgie. Et là, ça va être, en fait, ils vont être hospitalisés une semaine avant en endocrinologie pour pouvoir avoir un régime hypocalorique, hyperprotidique et hypoglycédique, mais de courte durée. Alors, quand opérer, alors je sais, on m'a repris, on n'aime pas trop le terme échec, mais alors c'est pas moi qui ai décidé, voilà, mais plus la partie nutrition, mais en tout cas, c'est dans le sens où le patient, c'est pas l'échec en tant que tel, parce qu'il a rééquilibré, il a refait, mais ça, en fait, c'est une prise en charge globale. Pour répondre à Océane, oui, il y aura une transmission, c'est enregistré. Donc, nutritionnel, diététique, psychothérapeutique bien conduit pendant 6 à 12 mois. Donc, c'est minimum 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans. Ce que j'explique aux patients, c'est on n'est pas pressé dans le sens où ce qui n'est pas mis en place avant, ça ne sera pas mis en place après. L'objectif, c'est qu'une seule intervention, c'est pas de faire la course à l'échalote à plein d'interventions. En dehors, bien sûr, des patients en situation d'obésité très, très sévère, où on discute des stratégies en 2 temps. Mais là, c'est voilà. C'est vraiment aussi des patients qui n'arrivent pas à perdre du poids sur le long terme. En fait, pour moi, ça n'a aucune valeur de mettre des régimes hyper restrictifs, hypocaloriques avant, qui perdent du poids, qui sortent des critères. Et voilà. Après, on regarde vraiment le poids au départ. Et donc, ce que je explique aux patients, les patients, il a un IMC, je sais pas, à 35 au début de la prise en charge avec des comorbidités, et qu'à la fin de la prise en charge, il arrive à 33. Il reste quand même dans les critères de chirurgie, c'est le poids du départ. Après, nous, on a quand même beaucoup de patients, honnêtement, qui ne perdent pas de poids pendant la prise en charge, mais qui ont remis tout bien en place et qui souvent étaient en restriction très sévère. Donc pour moi, en fait, voilà, il n'y a aucune valeur à perdre du poids en préopératoire. La prise en charge, elle doit être identifiée, tout doit être noté et avec une information, bien sûr, éclairée. Alors, les adaptations thérapeutiques, il y a toute une page, en fait, là-dessus qu'il n'y avait pas avant, en fait, avec des tableaux récapitulatifs sur, par exemple, pour les traitements antidiabétiques, comment faire, quels traitements arrêter, comment les gérer. Il faut surtout faire attention à tous les patients qui sont sous insuline. Il y a une diminution drastique de l'insuline en post-opératoire. Il y a de plus en plus de patients sous analogue de GLP-1. Et donc, il faut faire attention à ces traitements. Il faut les arrêter avant et pas les reprendre pendant les pertes de poids au départ. Oui, il y a une question, une main levée. Normalement, Voilà, donc pour les autres, il faut bien sûr reprendre un rendez-vous avec le médecin traitant. Les traitements antihypertenseurs, il y a une amélioration rapide, il faut faire attention aux bêta-bloquants, diurétiques. Et puis, il faut faire attention, c'est des patients qui vont faire des hypotensions. Donc, il faut alléger au fur et à mesure. Il faut vraiment un lien avec le médecin traitant qui les suit aussi, ces patients, pour diminuer. Contrairement à les dyslipidémies, donc il faut réduire les statines en prévention primaire, en prévention secondaire, il n'y a pas de réduction, mais ajustement en fonction des LDL, du LDL cholestérol, et puis il faut surveiller annuellement. Pour l'apnée du sommeil, il faut attendre que le patient perde pas mal de poids. Souvent, il dit bah, je supporte plus la machine, elle est revue avec les prestataires, et donc on peut être amené à l'arrêter, mais souvent, je vois en pratique, les pneumologues, ils attendent pas, ils attendent au moins presque 1 an avant d'enlever cette machine. Alors voilà je vous parle des comorbidités. Maintenant, je vais vous parler de l'accompagnement préopératoire diététique, l'activité physique, psychologique, l'éducation thérapeutique. Donc, vous verrez dans les recommandations, si vous ne les avez pas encore lues, il y a tout un
chapitre détaillant la prise en charge diététique préopératoire. Euh, Après, c'est des indications, une façon de faire. Ça ne veut pas dire que c'est celle-là plus qu'une autre. Le but, c'est vraiment une prise en charge, une rééducation thérapeutique. Il n'y a pas de nombre de séances définies. Ça dépend. Le but, c'était pas d'être rigide sur un nombre parce que ça n'a pas de valeur. Il y a des patients qui ont déjà tout un parcours avant et qui, en fait, savent déjà bien faire les choses. Il y en a d'autres où il faut reprendre tout. Ça prend du temps. En tout cas, il faut au moins évaluer l'aspect nutritionnel. En fait, contrairement à l'idée reçue, c'est des patients qui sont carencés. Euh, c'est pas donc il faut refaire tout un bilan nutritionnel vitaminique. Il faut traiter leurs carences et les supplémenter s'il y en a déjà. Et il faut qu'elles soient corrigées bien sûr avant l'intervention et puis rechercher pourquoi ils en ont. Pour l'accompagnement diététique comportemental, il faut une évaluation initiale pour regarder le rythme des repas, le profil alimentaire, le comportement alimentaire. Alors, il peut y avoir des séances collectives par un programme, par exemple, d'éducation thérapeutique, mais il faut aussi des séances individuelles pour le patient, pour voir. Et puis, il faut une temporalité dans le temps. En fait, si vous le voyez toutes les semaines pendant un mois, mais après plus du tout, en fait, on se rend pas compte, en fait, sur le temps, si les choses sont bien mises en place. Ça se corrige pas en 5 minutes, 30, 40 ans d'errance alimentaire. Donc, ça prend un peu de temps. Faut une compte rendu bien sûr détaillé de l'expertise diététique comportementale et il faut qu'elle soit prise en compte, c'est important lors des RCP. Nous, par exemple, je vous donne pour exemple, nous, chez nous, on a des HDJ en endocrino pour le bilan et la préparation, puis ils sont suivis par le médecin nutritionniste. Puis au moment du bilan préopératoire au vu de la chirurgie, ils sont revus par les diététiciennes au CHU, voilà, à l'Hôtel Dieu par une autre équipe diététique, celle avec qui je travaille. Et en fait, si elles me disent, bah non, c'est pas mis en place, malgré tout ce qui a été fait en amont, c'est une double vérification, eh bien, on décale l'intervention. C'est vraiment, ça doit être mis en place, c'est important. Après, on sait qu'il y a chez des patients, il ne faut pas non plus être psychorigide. Il y a des patients qui font déjà beaucoup d'efforts et on sait qu'ils ont besoin de la chirurgie pour arriver à finir de mettre en place qui n'ont pas, par exemple, de sentiment de restriction, ils n'y arrivent pas, ils ont faim, c'est compliqué. Donc, ils font beaucoup de travail, mais bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut savoir adapter son discours en fonction du patient qu'on a en face de soi. Donc, à la suite de la prise en charge, ben, on peut mettre une contre-indication temporaire et puis ainsi de suite, puis la lever au fur et à mesure du temps. Concernant l'activité physique, la préparation préopératoire, alors là, le problème, c'est que la littérature, alors il y a des articles, hein, mais elle est pauvre, mal détaillée. Ce qu'on voit, c'est que l'activité physique, c'est important, ça, on ne va pas dire le contraire. Par contre, c'est pas ça qui va permettre de perdre du poids. Ça va vous permettre de stabiliser, ça va vous permettre d'avoir une bonne capacité musculaire, d'avoir sur une meilleure récupération de l'intervention, une meilleure récupération sur le long terme et des bons effets sur le long terme. Mais contrairement à l'idée reçue, ça ne fera pas perdre du poids. Donc, il faut qu'elle soit régulière, adaptée. Hein, on s'adapte en fonction de chaque profil de patient. Il y a des patients qui arrivent à peine à marcher quand on les voit au début de consultation. Le but, c'est une rééducation à l'effort. Et puis, c'est vraiment réduire ces comportements sédentaires. Moi, ce que je demande, c'est au minimum 30 minutes de marche tous les jours, à faire en séquentiel, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. C'était trop dur, 30 minutes. Mais le but, c'est vraiment la régularité. Après, il y a des centres de rééducation, hein, la Tourmaline, le Bois-Rignou, avec des projets d'éducation thérapeutique qui sont très bien faits. J'ai l'impression que j'ai vu cette semaine. Il n'était pas opérable pour le moment. Pas, tout était bon, hein, tout était feu vert. Mais au niveau, moi, je me dis, il ne supportera jamais la chirurgie parce qu'un périmètre de marche de moins de 100 mètres, parce qu'on compliqué. Et en fait, il va y aller là, à la Pâquelette dans le projet d'éducation thérapeutique. Et en un mois, ça a été le déclic. Et là, il a amorcé une perte de poids alors que et il a repris l'activité, il est venu avec un déambulateur alors qu'il venait avec un fauteuil, et là, il est prêt à la chirurgie dans une bonne dynamique. Des fois, il ne faut pas grand-chose chez certains patients pour remettre en marche, et il a été très content de la prise en charge. Pour la prise en charge psychologique et psychiatrique, alors là, c'est aussi très détaillé. Alors, vous allez dire, c'est peut-être pas assez combien, c'est pareil, il n'y a pas de cut-off. Il y a des patients qui n'ont pas besoin d'avoir, parce que pareil, une prise en charge antérieure, ils ont mis en place plein de choses, ont déjà fait des projets, des thérapies comportementales, pardon, cognitivo-comportementales, et des patients
au contraire, qui commencent, qui ont besoin. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que l'équipe psychologique, psychiatrique ait une connaissance, en tout cas, de cette prise en charge. Et ça, c'est tout un travail qu'il faut continuer à mener. Mais c'est en Pays de Loire, mais c'est partout ailleurs, où il faut des réseaux, il n'y a pas assez de professionnels formés pour prendre en charge ces malades. Il ne faut plus de lettres où c'est juste marqué il n'y a pas de contre-indication à la chirurgie bariatrique, ça n'a aucune valeur. Il faut un entretien clinique complet, il faut des tests si nécessaire, il faut un rapport complètement détaillé de cette prise en charge. Bien sûr, s'il y a une contre-indication, il faut laisser le temps aux patients de prendre en charge, de prendre en compte, et pour lever cette contre-indication ou non sur le long terme. Donc, ça doit aller rechercher les troubles psychiatriques, les antécédents de traumatisme, le rapport à l'alimentation, mais ça, c'est aussi c'est mixte avec l'équipe de diététique nutrition. Il faut rechercher les troubles de l'usage de substances psychoactives, faut le rapport au corps, à l'image, la qualité de vie sexuelle, les facteurs de stress psychosociaux, la qualité de soutien, la motivation du patient, ses ressources, sa capacité à mettre en œuvre des changements comportementaux et à participer à un programme de suivi post-opératoire à long terme. Et puis, il faut favoriser le développement d'une alliance thérapeutique. Alors, si besoin, bien sûr, il faut proposer des prises en charge adaptées. Donc là, il y a des exemples, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et puis, ça va dépendre où va, dans le long terme. La littérature a montré peut-être qu'une prise en charge est meilleure qu'une autre. En ce moment, il y a beaucoup sur les thérapies cognitivo-comportementales. Il y a d'autres choses qui se mettent aussi en place. Et puis, bien sûr, il faut orienter le suivi en post-opératoire. Il faut le planifier dès le préopératoire, si besoin. Il n'est pas obligatoire en tant que tel, mais on recommande vivement, notamment pour l'image du corporel, pour le changement, pour adapter. Et puis moi, je rappelle aux patients qu'il faut un suivi. La vie, c'est pas toujours linéaire. On a tout à chacun des soucis personnels, professionnels. Il faut savoir avoir les ressources, en tout cas, pour aller retrouver le professionnel si on voit qu'il y a un échappement, qu'il y a des mauvaises habitudes, qu'il y a des soucis sur le long terme. Alors voilà, l'accompagnement psychologique, les recommandations, c'est l'augmentation du risque du trouble de l'usage de l'alcool sur le long terme. Donc, il faut aller les rechercher en préparatoire, bien informer le patient sur ce risque. Il faut aller regarder la consommation, etc., vérifier. Donc ça, il y a tout un focus dessus. Il faut restituer auprès du patient les autres membres de l'équipe avec un compte-rendu bien sûr écrit et bien informer le patient. Voilà, s'il y a besoin d'une prise en charge préopératoire, c'est laissé à l'appréciation du psychologue, du psychiatre, discuter avec le patient, projet thérapeutique personnalisé. Il est recommandé une prise en charge psychothérapeute dès le début du parcours. Dès qu'ils sont vus la première fois, en fait, il faut les orienter. C'est un parcours qui prend du temps, qui est long, tout comme la prise en charge nutritionnelle. Donc, il ne faut pas les laisser voir à la fin du parcours, ah, il vous manque le psy. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est important. Et parce que sinon, en plus, pour le psychiatre, psychologue, pour le médecin nutritionniste, c'est difficile à travailler si le patient n'a pas compris que c'est une prise en charge qui était globale. Et donc, il y a un temps, en fait, pour la stabilisation de l'état psychique et qui est important. Et puis, les thérapies, donc ça, c'est une des thérapeutiques qui a montré son efficacité. C'est celle qui est le plus détaillée dans la littérature actuellement. Et ça, c'est en fonction, bien sûr, des approches de chacun. Concernant la mise en place d'éducation thérapeutique sur le plan diététique et d'activité physique en préopératoire, donc en fait, on ne pouvait pas les recommander de façon formelle. Il fallait, parce qu'en fait, dans certains endroits, il y a des ETP, dans d'autres, il n'y en a pas. Alors si on en a, c'est tant mieux, mais c'est assez long à mettre en place. Donc par exemple, on en a en endocrinonutrition, mais il n'y en a pas en chirurgie. C'est vraiment pour travailler la modification des modes de vie sur le long terme. Donc, c'est l'alimentation, c'est le temps de repas, c'est le fractionnement. Ça, c'est tout ce qui a été à mettre en place avant. C'est l'APA, donc l'activité physique adaptée, limiter la sédentarité. Donc, nous, on a un APA en endocrinonutrition, mais ça peut être aussi en ville, voilà. Après, c'est un coût pour le patient. Il faut les orienter vers des associations de patients, des programmes d'éducation thérapeutique adaptés. Il faut vraiment connaître les différentes interventions. Il faut leur expliquer les principes. Il faut laisser aussi le choix au patient, s'il y a le choix en fonction de ses comorbidités.
et expliquer, s'ils n'ont pas le choix, pourquoi on choisit telle intervention. Il faut adapter les médicaments. Chez les femmes, il faut vraiment être formel assez là-dessus. Il faut vraiment une contraception efficace, une consultation préconceptionnelle le jour où il y a un désir d'enfant avec une modalité de suivi de grossesse assez stricte qui sont écrits dans Barrière-Mat avec des suivis dans un centre spécialisé. Ça peut pas être justement en ville. Alors après, bien sûr, il y a un relais, mais c'est important que la patiente ait compris cette prise en charge. Concernant le péri et le post-opératoire, il faut en fait au minimum dans le bilan préopératoire, je suis désolée, la littérature ça a sauté, donc il faut une fibroscopie, c'est-à-dire on va aller regarder l'état de l'estomac, on va vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et on va aller regarder s'il n'y a pas une petite bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori, qu'on éradiquera avant. Si un gastrique bypass, et c'est pas obligatoire après la sleeve, on peut la traiter après. Ça peut amener à des changements thérapeutiques, notamment si le patient a une endobrachiosophage, c'est-à-dire des lésions précancéreuses de l'œsophage, s'il y a des anomalies qui peuvent orienter vers telle ou telle intervention. Au niveau morphologique, c'est au moins l'échographie du foie, ça regarde la taille du foie, ça regarde aussi s'il y a des calculs dans la vésicule, si elle est symptomatique ou pas, ce qui peut être amené à enlever la vésicule, et puis ça peut dire l'intérêt ou pas d'un régime préopératoire si vraiment le lobe gauche est trop important. Concernant les autres examens, c'est la pH-métrie pour voir s'il y a du reflux, la manométrie pour voir la contraction de l'œsophage, le scanner pour voir l'évolution, pour voir s'il y a des lésions, le transit œsogastro-duodénal, comme les images que je vous ai montrées là sur la droite. Il n'y a pas d'intérêt, en fait, pour le moment dans la littérature, c'est laissé dans des centres d'expertise et dans des centres qui font de la recherche pour le moment dessus. Concernant les interventions autorisées en France, il n'y en a que 4. Il y a l'anneau gastrique, on met un anneau au niveau de l'estomac. Il y a la sleeve gastrectomie, on coupe 2/3 de l'estomac. C'est une chirurgie restrictive avec des sentiments de restriction. Le gastric bypass, où on fait à la fois de la restriction et la malabsorption, notamment pour les maladies métaboliques. Et duodénal switch, qui est une intervention très malabsorptive, qui est très très peu réalisée en France, qui est restée. Il y a d'autres techniques qui arrivent, mais qui sont en cours d'évaluation et qui ne sont que dans des protocoles de recherche. Concernant le post-opératoire, une fois que les patients ont été opérés, il n'y a pas d'intérêt à faire aucune imagerie en routine pour voir s'il y a une bonne taille, si c'est bien fait, etc. Ça, c'est pas recommandé. Il n'y a pas de recommandation à faire d'imagerie. Ce qui est important à faire, c'est concernant les complications chirurgicales. C'est une chirurgie qui se complique peu, mais malheureusement, quand elle se complique, c'est très grave, avec des patients qui n'ont pas trop de ressources pour se défendre. Et donc, en fait, plus vite on les repérera, moins le risque de mortalité sera important. C'est toujours dramatique de perdre un patient, quel que soit son âge. Donc, c'est difficile à comprendre quand on explique aux patients, c'est-à-dire que les complications chirurgicales nulles, ça n'existe pas en n'importe quelle chirurgie. Il y a une espérance de vie, je ne suis pas revenue sur la chirurgie bariatrique, mais on gagne en espérance de vie comme si on a arrêté le tabac. On diminue toutes ces comorbidités. Par contre, effectivement, au niveau du périopératoire très strict, il y a un risque de mortalité qui n'est pas à 0. Et donc ça, il faut que le patient le comprenne, et c'est toujours difficile quand il arrive une complication. Les risques, c'est la fistule, c'est le trou, le saignement. Et un premier signe d'alerte pour nous, c'est la tachycardie, c'est-à-dire la fréquence cardiaque au-dessus de 120. Tout patient tachycarde qui est pas bien, il ne faut pas attendre. Si on peut avoir un scanner dans l'heure, bah, tant mieux. Si on ne peut pas l'avoir, c'est un patient qui retourne au bloc opératoire. Il peut être amené à le réopérer pour rien. Mais si par contre il a une fistule, bah, c'est une prise en charge précoce. Plus on attendra, plus le risque de mortalité est très important. Concernant les calculs vésiculaires, le traitement, c'est l'acide urso-désoxycholique, c'est Colurso. En fait, ce qu'il a montré, c'est que si on donne 500 mg par jour pendant 6 mois, en fait, ça diminue le risque de faire des coliques hépatiques, des calculs. En fait, on sait quand il y a des maigrissements massifs. Alors, ça peut être après les grossesses, l'anorexie, après la chirurgie bariatrique, on a plus de formation de calculs parce que la bile, elle stagne dans la vésicule et donc ça fait plus de calculs. Donc, c'est recommandé de donner ces traitements. Alors, il y a des patients qui ne les supportent pas. Moi, j'ai quelques patients, j'ai dû l'arrêter parce que ça donne des douleurs abdominales. Concernant la vésicule, est-ce qu'il faut ou pas l'opérer? Ce qui est montré, c'est que chez les patients qui n'ont pas de douleur, même s'ils ont des calculs, il ne faut pas les opérer parce qu'il y a plus de risques opératoires, donc on n'a pas de raison. Pour les patients qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qui ont des douleurs de leur vésicule, on peut être amené à les opérer pendant ou avant la chirurgie. Ce qui est montré, c'est que quand on les opère au moment, c'est en faveur, il y a quand même plus de complications.
Je suis plutôt, moi, en tout cas, à titre personnel, en faveur de les opérer avant l'intervention, pendant le bilan préopératoire. Concernant enfin le risque osseux et la chirurgie bariatrique, la Société française de rhumato a mis en évidence qu'il y avait plus de risques de fractures. Alors, c'est pas non plus un x10, hein. Il y a un peu plus de fractures. Après chirurgie, notamment malabsorptive, concernant le bypass, il faut vraiment informer le patient qu'il faut bien qu'il prenne son calcium et sa vitamine D. Concernant la densité minérale osseuse, il faut la faire selon les recommandations comme avant. Au-delà de 50 ans, plus de fractures, certaines pathologies, la polyarthrite, voilà. Et donc, il faut aller traiter ces patients. Il faut les supplémenter en protéines, au moins 500 grammes par jour. Vitamine D à vie tous les mois, quelle que soit la technique opératoire. Bien prendre le calcium. Vous voyez, c'est 1 gramme par jour pour une sleeve, 1,5 g après bypass. Donc voilà les enjeux sur le long terme. Donc il y a le bilan préopératoire, la temporalité, c'est le temps qu'il faut pour que le patient soit prêt. Il a la chirurgie, il faut qu'il soit vu 4 fois la première année, puis 2 fois la deuxième année, puis après on espace. Et c'est un bilan après sur le long terme, avec souvent des bilans plutôt à 5 ans et à 10 ans. Il y a un vrai relais et un médecin orchestre, ce qui est le médecin traitant, et puis toute l'équipe pluridisciplinaire tout autour. Il faut rappeler aux patients que c'est des bilans vitaminiques à vie. Il faut supplémenter la première année pour tous et à vie s'il y a un bypass ou une diversion. Concernant la gastrectomie, c'est au cas par cas. Si le patient a une alimentation équilibrée, bien stabilisée, on peut être amené à ne pas le supplémenter tout son long terme. Par contre, il faut bien lui garder de la vitamine D sur le long terme et il faut faire attention aux apports calciques. Il ne faut pas oublier que si les patients vomissent, ont de la dénutrition, ne pas oublier la vitamine B1, ce qui peut emmener des encéphalopathies du Galley-Wernicke si c'est pas supplémenté, ce qui est dramatique. Il faut vraiment lutter contre la sédentarité, ça c'est hyper important, mais ça c'est vrai pour toute la population générale. Et puis, il ne faut pas hésiter à retourner voir le psychologue, la diététicienne, le diététicien, médecin s'il y a besoin. Prévention du risque osseux, comme je vous ai dit, et dépistage des malaises hypoglycémiques, des troubles de l'humeur, des TCA, de l'addiction. Alors, sur le long terme, concernant au niveau cancérologique, il y avait une alerte comme quoi la chirurgie bariatrique donnait des cancers du côlon. C'est pas vrai. C'est un cancer, voilà, comme dans la population générale. Il faut le dépister au-delà de 50 ans, mais voilà, il n'y a pas plus. Je vous ai expliqué que maintenant, pour les 50 cutoffs, il faut en fait, ça dépend de chaque cancer et ça dépend de la RCP d'oncologie. Donc ça, ce n'est plus vrai. Mais bien sûr, ça ne se décide pas tout seul. Concernant la surveillance, après notamment sleeve gastrectomie ou sur l'endobrachiosophage, si les patients ont un endobrachiosophage ou une sleeve gastrectomie, il faut faire une fibroscopie à 5 ans et à 10 ans après toute sleeve gastrectomie. Et chez tous les patients, bien sûr, symptomatiques, ça peut être à 1 an, 2 ans, 6 mois, si le patient a des douleurs ou a des dysphagies. Pour la surveillance, si le patient voit qu'on a un endobrachiosophage, ben là, c'est selon les recommandations de la Société française de gastroentérologie. Avec, en fonction des longueurs, la surveillance est adaptée en fonction s'il y a de la dysplasie, métaplasie. Concernant le reflux post-opératoire, notamment après sleeve gastrectomie, et ben là, il faut l'objectiver, c'est pas juste un reflux clinique. Il faut au minimum une fibroscopie en fonction, parce que quand c'est grade C, grade D, on est sûr qu'il y a un reflux. A, B ou rien du tout, il faut une pH-métrie ou une pH-impédance-métrie et une manométrie haute résolution pour voir s'il y a des blocages alimentaires et de la dysphagie. Si il y a beaucoup de reflux, si malgré les traitements, on n'arrive pas à stabiliser ce reflux, eh ben là, on peut discuter d'aller convertir en gastric bypass pour reflux invalidant ces patients. Alors, il n'y a pas forcément besoin de présenter ces patients en RCP mais nous, en tout cas, à Nantes, on aime bien les présenter. Ça nous permet de voir, de suivre ces patients et de se rendre compte. Concernant les recommandations sur le suivi, comme je vous avais dit, hein, c'est vraiment toutes les complications. Aller rechercher les douleurs abdominales, l'hyperthermie, l'aphagie. Ça, c'est vraiment au péripétoire, aux médias, il faut vraiment une consultation en urgence. Il ne faut vraiment pas attendre. Et idéalement dans le centre qui a fait la chirurgie. Et les papiers montrent que si on retourne dans son centre, on a moins de risques de complications graves. Concernant la fermeture des brèches, donc ça c'est une note plutôt technique, ce qu'on voit c'est que
quand on fait un bypass, on crée des espaces qui n'existent pas. Et donc, il faut aller fermer ces brèches pour permettre en fait une diminution de l'occlusion intestinale sur le long terme. Enfin, je vais vous faire un dernier focus sur l'échec en tant que tel, après chirurgie initiale bariatrique. Il n'y avait pas du tout dans les recommandations 2009 et ça manquait de savoir quel patient on opère. Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on prend comme réponse pondérale, qu'est-ce qu'on prend en termes. Est-ce que c'est les kilos, les IMC, la perte d'IMC, le pourcentage de perte totale, le pourcentage d'excès de perte de poids. Ce qu'on voit dans des papiers qui sont assez bien faits, donc c'est celui-là, surtout le papier vraiment Princeps, il avait comparé en fonction des IMC au départ, en fonction des différents critères, qu'est-ce qui était le plus, et des patients qui avaient perdu bien du poids et qui étaient dans une réussite en termes de comorbidité de perte de poids. Ce qu'on voit, c'est si on prend le perte d'excès de poids, ce qu'on utilisait tous avant, en fait, quand vous avez des IMC très hauts, en fait, si on les regarde, vous êtes en échec. Or, ce pas des patients qui sont en échec, c'est des patients qui perdent vraiment bien du poids, mais avec ce paramètre-là, on les considère en échec. Par contre, un qui est fiable, quel que soit l'IMC de départ, c'est le total, le perte de poids total, le total weight loss. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte maintenant et ce qui est pris en compte dans toute la littérature. Donc, je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, il faut en fait ne plus prendre le pourcentage d'excès de perte de poids, mais vraiment le pourcentage de perte de poids total. Concernant l'évolution pondérale sur le long terme, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction des patients, la perte de poids, vous voyez, n'est pas la même. Ça, c'est que des gastric bypass. Il faut aussi dire aux patients que, en fait, il y a une réponse aussi inter-individu, qu'elle dépend de l'âge. Si on est d'âge féminin, plutôt jeune, on va faire plus de poids. Si on fume, il faut arrêter, hein, mais voilà, ces patients qui perdent un peu plus de poids, l'IMC élevé, l'antécédent de diabète de type 2, dyslipidémie, d'hypertension, sont en faveur d'une perte de poids un peu plus importante. Vous voyez qu'aussi tous les patients reprennent du poids avec le temps, ça c'est normal, et qui s'aggrave avec la durée du suivi. Ce qu'on voit dans les études de cohorte, quand on suit sur le long terme, c'est physiologique de reprendre un peu de poids. Il y a à la fois parce que le patient est arrivé en dessous en fait, de son poids, vraiment une perte de poids massive avec une stabilisation après sur le long terme. Il y a aussi avec le temps vieillissant, on prend un peu de poids. Et donc ça, il faut que le patient l'accepte. Après, cette phase de stabilisation, pour moi, est essentielle dans le suivi, parce que c'est là où il faut bien accompagner les patients après cette phase très euphorique de perte de poids dans la stabilisation. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une hétérogénéité des réponses en fonction de la comorbidité que les patients ont. Comme je vous avais dit, un diabète, il y a moins de rémission l'hypertension, il y a beaucoup moins de rémission que le diabète, l'hypercholestérolémie. Et donc, ça, il faut l'expliquer aux patients. C'est quand même amélioré dans la majorité des patients, mais c'est pas chez tous les malades. Et puis, ça dépend de la durée. Depuis combien de temps vous avez cette comorbidité? Plus elle est là depuis longtemps, plus elle risque de rester. Alors, ce qui est admis et ce qui est dans les recommandations, c'est en présence d'une reprise de poids après chirurgie bariatrique, les critères de référence d'efficacité, le pourcentage du poids total perdu. Et une reprise de poids d'environ 10% du poids total perdu, c'est normal. C'est un phénomène attendu entre 2 et 5 ans. Donc, il y a un exemple. Un patient qui pèse 140 kg avant l'intervention, il descend à 100 kg. Vous voyez, on ne regarde pas du tout la taille. Il reprend 4 kg, 10% des 40 kg. C'est attendu. Ça, c'est normal. Il ne faut pas que le patient s'inquiète. Un outil qui est bien fait, moi je trouve, c'est l'outil SOPHIA, c'est SOPHIA, qui est accessible en ligne. En fait, vous rentrez l'âge de votre malade, la taille, fumeur non, le diabète, la durée du diabète, et vous mettez les techniques. Et vous voyez une échelle, en fait, dans quoi le patient va être. Ça permet au patient aussi de se projeter en préopératoire et en post-opératoire pour lui montrer qu'il reste dans les courbes. Je trouve que c'est un outil pas mal. Alors, pourquoi les patients vont prendre du poids? Alors, il y a des choses qu'on ne change pas, l'âge. Il y a toutes les comorbidités qui sont au départ, la masse grasse, l'hypertension, le diabète. Il y a tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, la motivation du patient. Il y a les conversions chirurgicales. Ça, on sait que les patients qui ont été convertis, quelles que soient pour les raisons, perdent moins de poids et toujours moins d'efficacité. Ça, il faut que le patient l'entende. Et puis, il y a la compliance médiocre au suivi, l'activité physique qui est un peu moins importante,
psychologiques, des mauvaises qualités de vie, des soucis, un score de dépression élevé, l'alimentation, pas de modification sur le long terme, des reprises du trouble du comportement. Tout ça, c'est des facteurs de risque de reprise de poids. Ce qu'on va regarder après, c'est à partir de quand on s'inquiète, à partir de quand on dit, bah là, il faut une reprise en charge beaucoup plus importante. Si on reprend un petit peu 4 kilos, comme je vous ai dit, bah, en fait, il suit normalement, on le revoit une fois par an par le médecin traitant, par l'équipe pluridisciplinaire, si c'est bien adapté, si on peut le faire, mais on ne va pas aller au-delà. Ce qu'on voit dans les papiers, c'est qu'au-delà de 20% de reprise de poids perdue, et ben là, en fait, c'est en lien avec une dégradation de la qualité de vie, une reprogression des comorbidités, notamment du diabète. Ça, c'est dans plusieurs papiers où c'est bien démontré. Et c'est là où la recommandation montre que si vous reprenez 20% du poids total perdu, ben là, il faut aller repartir dans un parcours, pas pour aller à une chirurgie, mais un parcours pour reprendre en charge le malade, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, idéalement, il ne faut pas attendre d'en arriver là, mais bon, en général, les patients ne viennent pas avant. Il faut réévaluer l'adhésion aux modifications thérapeutiques, voir qu'est-ce qui ne va pas, rechercher les symptômes d'anxiété, de dépression, rechercher les troubles du comportement alimentaire s'ils reviennent, faire attention et reprendre l'histoire depuis le début pour ne pas être passé à côté d'une obésité d'origine génétique. Et puis, il faut qu'il revoie aussi un minimum son chirurgien une fois pour voir s'il n'y a pas de modification de l'anatomie, s'il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Là, ce qui a été vu, et c'est pour laisser une porte ouverte, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire ou pas. Pour l'instant, on n'a pas de toute façon de remboursement. Mais en fonction du profil du malade, en fonction pourra être discuté de l'injonction de médicaments pour l'obésité. Si ça ne suffit pas, tout ce qui a été pris en charge, et selon, en fait, oh mince, si ça peut être remboursé. Concernant les difficultés à définir donc l'échec pour après, donc là, je vous ai dit, c'est la reprise de poids inadaptée, c'est pas l'échec en tant que tel. Eh ben, il n'y a pas de définition à proprement parler, il n'y a pas de définition internationale. Il y en a certains dans Ipsos, c'est Société internationale en chirurgie de l'obésité. Il n'y a pas, il dit en termes de poids, mais ils ne disent pas de cut-off. Et puis, prendre en compte le poids et les comorbidités. Ce qui a été vu, et là, c'est un accord d'experts, il manque de la littérature. Il y a un moment, il a fallu trancher. Et donc, ce qui a été décidé, c'est le pourcentage d'essai de poids inférieur à 50%, ça ne doit plus être utilisé. Par contre, l'échec doit être défini à partir de 2 ans après l'intervention, soit par une perte de poids totale inférieure à 10%, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont perdu moins de 10% depuis le début de l'intervention, ou des patients qui ont repris du poids et qui arrivent à une perte de poids totale inférieure à 10%, et ou l'absence d'amélioration, une réaggravation, l'arrivée d'une nouvelle comorbidité ayant motivé la chirurgie. Là, si c'est le cas, eh ben, il faut reprendre en charge tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire la prise en charge nutritionnelle, la prise en charge psychologique, la prise en charge médicale, chirurgicale. Il faut refaire tout le bilan. Et là, si les patients restent toujours dans ces critères d'échec et demandeurs aussi d'une prise en charge, ben là, on pourra discuter les traitements et ou la chirurgie en fonction de telle ou telle indication et discuter bien sûr en RCP. Alors, je vous montre des cas cliniques pour bien vous ayez compris, c'est différent. C'est le poids. Alors, on prend un patient, j'ai pris toujours le même. Hein. Il fait 140 kg pour 1m60, il a un IMC à 54, diabétique de type 2. Il atteint 75 kg, ce qui est bien. Puis à 2 ans, il reprend un petit peu de poids, 82 kg. Et en fait, IMC 35, donc il est encore en situation d'obésité, il n'a plus de diabète. Si on regarde le pourcentage de reprise de poids, il est à 10,7%. C'est des résultats attendus. C'est un suivi habituel selon les recommandations, sous réserve que ce patient ne lui avait pas parlé dès le départ d'une stratégie en 2 temps parce qu'il avait un IMC au-dessus de 50. Ça, c'est une entité à part, je ne vous ai pas mis, mais qui est dans les recommandations pour laisser la place à ces patients avec une obésité sévère, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à descendre en dessous de 30. Mais voilà, mais en tout cas, c'est la perte de poids attendue, il n'y a pas de souci particulier. Ok, ça marche plus. Concernant le même patient, il arrive ce coup-ci à toujours 75 kg, puis il reprend du poids. Il arrive à 100 kg. Il y a eu un souci sur mes IMC, je suis désolée.
Donc, c'est un petit peu plus que ça. Là, il est plus que ça. Il est plus diabétique de type 2 et ça ne revient pas. Par contre, le pourcentage de poids perdu, c'est 28,5%. Donc là, il est au-dessus de 20%. Il faut lui reprendre un suivi rapproché multidisciplinaire. Et puis le même patient, ce coup-ci, il a pratiquement tout repris, il arrive à 130 kilos. Bon, il y a eu un lâcher-prise, ce qui fait que le pourcentage de poids perdu est à 7,1%. Il a pratiquement repris tout son poids. Là, il est en échec il faut reprendre en charge complet, comme avant. Mais là, on peut discuter une chirurgie de deuxième temps et ou un traitement. Donc voilà, je vous remercie. Donc j'ai essayé j'ai pas tout décrit, j'en suis désolée. Il y a trop de recommandations, j'ai essayé de balayer large. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai vu qu'il y en avait vous. Oui, oui, je vous renverrai le PDF. Je corrigerai juste mes deux erreurs là que j'ai vues, mais pas de souci. Pour répondre à Sonia Gauthier pour les dépistages des TCA. En fait, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Ça peut être le BES qui est bien, le YFAS, c'est bien. Dans l'argumentaire, en fait, ils mettent des questionnaires qui peuvent être pris en... Voilà. Mais après, il faut prendre celui dont vous avez l'habitude et avec lequel vous êtes à l'aise. Euh, Alice, je comprends pas trop votre question sur les formations spécifiques de chirurgie bariatrique par le CSO. Qu'est-ce que vous entendez par formation? Je me permets de rebondir s'il y avait une demande des diététiciennes, enfin de certaines diététiciennes pour avoir des formations sur le suivi notamment nutritionnel autour de la chirurgie bariatrique. Je ne sais pas, Alice, si c'est ce que tu voulais dire. Je t'ai laissé Tu peux activer ton micro pour prendre la parole si tu veux. Alors, elle peut... euh, en fait, nos diététiciennes au CHU de Nantes, elles sont amènes et il n'y a aucun souci. On a des protocoles qui sont écrits, qui sont faits, qui sont lus. Nous, on essaye d'organiser une soirée par an au sein du CSO. Ce sera fin novembre, décembre, il y a toujours la SRAE qui vient aussi pour justement discuter des prises en charge. Et ça, je note que c'est une demande de votre part. Après, moi, je peux relayer avec le professeur Jacobi et après des diététiciennes de notre équipe, que ça soit de l'équipe d'endocrino ou de chir, pour discuter avec vous de ces protocoles. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on partage assez facilement sans aucune difficulté. Et il y a eu un travail de la FDN aussi de recensement un peu de tous les protocoles Mm. sur la région. Donc, c'est pareil, on va essayer de travailler pour les diffuser et voir si on peut faire une formation autour de ça et de les diffuser. Ça fait partie des projets pour l'année à venir à l'Astral Nutrition. Ah bah super. Alors après, il faut savoir qu'en fonction des équipes, il y a des protocoles un petit peu différents. Mm. Nous, on a essayé de faire quelque chose de plus simple, pragmatique, et on n'a pas différencié les interventions pour éviter de... Parce qu'il y avait des mélanges après, puis on se rend compte en pratique que ça se passe bien les deux pareil. Donc voilà, on adapte, et puis en fonction patient diabétique, pas diabétique. Mais en gros, nous, ils sont en préopératoire, on leur demande d'avoir une alimentation équilibrée avec 3 repas par jour. Déjà, quand on arrive à ça, plus une collation à 11 heures et à 16 heures. Ça, c'est l'idéal. Il y a des patients qui font déjà qu'un repas par jour au départ, donc il va falloir déjà arriver à ça. Le petit déjeuner à remettre en place, c'est compliqué aussi pour certains. Et fragmenter l'alimentation. Après, on essaye de mettre des repas au moins 20 minutes de temps de repas. Et ça, on se rend compte que souvent, ils ont du mal et que c'est en post-stop finalement qu'ils vont le mettre parce qu'ils vont vomir ou ça va bloquer ou ça va être de la rééducation forcée, mais c'est compliqué. Et après, pour le post-op, ils mangent mixé pendant 3 semaines à un mois avec des protéines rajoutées. Et on met du protifarm, mais ça peut être d'autres choses. Puis après, on passe aux morceaux.
en quantité, toujours en mettant les protéines en priorité. Puis après, on passe à une alimentation normale, on entend, au bout de 3 mois. Voilà, mais fractionnée toujours. Et on fait un relais avec les diététiciennes en ville parce qu'en fait, comme vous le savez, la diététique, malheureusement, c'est pas remboursé. Et donc, nous, on a réussi à le prendre en compte pour 1 mois, 3 mois, parce qu'ils sont venus avec moi, ou en nutrition, en HDJ, on fait des HDJ, quoi. Et puis après, en fait, on fait un relais avec tout un réseau de villes. Ça, c'est pas moi qui donne les noms, mais c'est nos diététiciennes qui connaissent, qui savent qu'elles sont formées, qu'elles ont vu, en fonction des patients où ils habitent. Et puis, on insiste pour qu'ils soient continués à être vus. Mm. Et il y a une question aussi dans le chat, s'il y a de la prise de poids lors du parcours pré-op, comment ça se passe? Alors, nous, on n'est pas du tout psychorigide là-dessus, c'est-à-dire ça dépend au cas par cas. Un patient qui arrive au moment où il est vu la première fois et qui est dans une phase très restrictive, et moi j'en vois quand même pas mal, et qui prend du poids pendant la prise en charge, c'est normal, parce qu'il a juste réappris à manger correctement, à remettre des choses en place. Donc c'est ça qu'on regarde. Ça, on va se dire, ben, c'est juste qu'il était très restrictif avant, et voilà. À l'inverse, quelqu'un qui prend du poids parce que les choses ne sont pas mises en place, ben là, on recule la chirurgie. Et puis après, il y a les poids très hauts, où là, on va dire c'est pas raisonnable, vous risquez d'avoir des complications. Et là, on va envoyer vers des centres, des parcours, la Paclay, Boirignou, en tout cas, on remet dans des ateliers thérapeutiques des patients qui ont besoin d'être un peu plus coachés. Donc c'est vraiment au cas par cas, en fait. Nous, on n'a pas trop de dogmes sur faut ça, faut ça. Je sais qu'il y a des collègues, c'est comme ça. Moi, je trouve ça très... Le patient, si vous lui demandez de perdre 5 kilos, il va le perdre, hein, il va rien manger pendant 10 jours et puis il va les perdre. Moi, je trouve ça... Il va arriver carencé, il va pas être bien, je vois pas ce qu'il va gagner. Mm. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, j'en avais une, c'était sur les nouveaux traitements médicamenteux de l'obésité. J'imagine que ça va peut-être modifier un peu enfin pas les critères de chirurgie, mais le parcours des patients. Il va peut-être y avoir des modifications un petit peu dans le parcours des patients avec ces nouveaux traitements. Alors, je sais pas du tout. Oui, c'est une bonne question. Alors, les critères, ils changeront pas, ça sera Mm. les mêmes. Faut savoir que les médicaments, en fait, ça touchera peut-être pas non plus. Alors déjà, on ne sait pas dans quels critères peuvent être remboursés. Normalement, en novembre, ça devrait arriver. Un remboursement, en tout cas pour le sémaglutide là, de Novo Nordisk, mais il y en a d'autres qui arrivent du laboratoire Lilly qui sont encore plus efficaces. Il faut se méfier aussi, je dis ça, mais je le dis pour la chirurgie aussi. Il faut faire attention, ça reste quand même des laboratoires pharmaceutiques. Le but, c'est que tout le monde prescrive, donc c'est un peu à tout va en ce moment. Il faut se garder un esprit critique. Après, tous les patients ne vont pas à la chirurgie. Il y a beaucoup de patients qui ne veulent pas de chirurgie, qu'on ne voit pas, et qui est normal, hein, Donc, en fait, je pense aussi que c'est un vrai plus pour l'ensemble des malades. C'est un vrai plus pour la prise en charge et tout. Après, il faut savoir que c'est des médicaments à vie, que si on les arrête, on reprend tout, tous les patients ne répondent pas. Il y a quand même un tiers des malades qui répondent pas, avec des effets secondaires, des patients qui arrêtent, voilà. Donc, en fait, moi, je pense que ça va être un plus. Ça va être un plus pour les échecs. Ça va être un plus pour les patients en obésité très sévère pour les permettre d'améliorer. Ça va être un plus pour ceux qui ne veulent pas de la chirurgie. Moi, je suis ravie que ça arrive. C'est un vrai arsenal thérapeutique. Voilà. Après, ça va modifier. Il va y avoir une période d'adaptation. Moi, je me méfie, mais comme on a vu pour la chirurgie, qu'il y a un emballement et que ça tout va, et qu'on arrive à les effets qui s'est passé pour la chirurgie, dans des choses un peu des fois, et que ça donne une mauvaise image. Voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il faut que ça reste dans des parcours pluridisciplinaires, avec une prise en charge globale. Le médicament, ça ne règle pas le reste. Donc en fait, pour moi, ça doit être vraiment, et nous, on militera pour ça, mais je suis pas la seule, hein. Tous les centres qui font et qui sont dans des parcours seront dans cette prise en charge-là. Si c'est pour aller au cabinet, faire une injection, faire son truc, et puis pas avoir la prise en charge nutritionnelle, psychologique, Mm. voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais par contre, c'est un vrai plus. Ça marche, merci. Après, je rappelle qu'on ne pourra pas le donner chez les femmes enceintes. Mm. Donc ça, c'est aussi un souci. Et qu'il y a certaines comorbidités, on ne sait pas trop. Donc voilà. Donc oui, c'est un plus. Après, il faudra trouver petit à petit. C'est pour ça que les recommandations sont une ouverture. C'est pas quelque chose de fermé.
c'est quelque chose d'ouvert. Pour les prises en charge, donc pour l'hypnose, oui, c'est bien. C'est dans les recommandations, ça fait partie des pratiques qui peuvent être prises en compte pour l'aspect nutritionnel, l'aspect psychologique, l'aspect addiction. Ça dépend vraiment du professionnel, s'il est apte à tout ça, moi, s'il est formé pour ça. Donc non, je ne suis pas du tout opposée, au contraire, à tout ça. Pour une question très spécifique, donc pour les patients atteints de maladies des nerfs dans l'os, j'en ai opéré, j'ai même écrit un papier dessus. On peut les opérer, sauf les patients hypervasculaires, c'est un profil particulier, parce qu'ils sont à très haut risque de faire une complication chirurgicale. Dans les nerfs dans l'os, il y a différents types. Il y a les types élastiques, et voilà, et il y a le type 4, c'est les vasculaires, et ceux-là, c'est un très haut risque. Et donc, ces patients-là, effectivement, par exemple, les traitements peuvent être très bien pour eux. Donc, voilà. Mes documents sur quoi? Sur la littérature, en fait, il est publié, il est dans PubMed, en fait, il est accessible, le papier. Et après, pour les recos, là, je donne tout à l'ASRAE qui mettra tout en ligne. Donc, J'essaierai de mettre le replay et les documents en ligne d'ici la fin de la semaine. Ah, PubMed, alors pour ceux qui ne savent pas, PubMed, c'est un site, vous tapez PubMed, voilà, c'est ça, et vous tapez les questions qui vous intéressent et vous avez tous les papiers qui vous intéressent sur votre sujet. Donc c'est comme ça qu'on regarde toute la littérature. Ça permet d'être en veille active de ce qui se passe. On a encore le temps. S'il y a quelques personnes qui veulent prendre des questions, n'hésitez pas aussi si vous voulez prendre la parole, hein, on peut réactiver les micros sans problème. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Ah, l'évolution des textures post-up. Alors ça, vraiment, alors je suis pas diététicienne, donc ça va être compliqué. Donc ce que je vous disais, c'était vraiment mixé au départ, parce qu'il y a vraiment de l'œdème post-opératoire, les patients, il faut qu'ils prennent le temps de mâcher, etc. Et sinon, il y a des blocages alimentaires. Moi, nous, on fait 3 semaines, un mois. Voilà, ça varie effectivement en fonction des établissements. On passe pas à la phase liquide, donc c'est mixé. Puis après, c'est petits morceaux hachés, voilà. Puis après, on passe au solide classique. Les patients, au bout du mixé, au bout de 15 jours, ils en ont ras-le-bol. Quand vous leur parlez de yaourt, de purée, de jambon mouliné, c'est compliqué. Donc le but, c'est pas non plus qu'il y ait une aversion pour la nourriture. Donc il faut trouver un compromis. Et c'est variable d'un établissement à l'autre, c'est Oui, il préconisé. y en a qui font du liquide beaucoup, il y en a qui passent au morceau pendant très longtemps, il y en a, voilà. Je vous dis, ça dépend de la structure dans laquelle vous travaillez, ça dépend de toute l'équipe que vous avez, ça dépend de votre profil de malade que vous avez. Voilà, je pense que j'ai un biais du fait que je vois les patients peut-être un petit peu des fois plus difficiles dans le sens c'est global hein, quand j'entends ça, mais c'est pas vrai après pour tout. Hein, en structure privée, on aussi des patients très particuliers, donc non. Après, pour bypass et cible, on différencie pas. On différencie plus. On le faisait, on s'est rendu compte en pratique qu'il n'y avait pas de différence et que ça embrouillait plus qu'autre chose toutes les équipes et tout. Donc on fait la même chose. C'est juste pour le bypass, on fait très attention pour les sucres, pour le dumping à la suite. Oui, c'est vrai que si vous travaillez avec 300, c'est un peu, ouais, je sais bien, c'est un peu le souci. On essaye de s'adapter. Après, voilà, mes collègues de plus en plus, bon, ils nous demandent, ils s'adaptent, voilà. Et donc après, mais ça reste pour des centres. Et puis ça dépend du professionnel qui a mis en place les choses et le retour d'expérience qu'il a. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaise façon, je pense. C'est tant que ça se passe bien avec une bonne réalimentation et, structurée et pas un patient laissé dans la nature, c'est le principal. Pour les patients qui sont hospitalisés chez nous, il reste une nuit en hospitalisation parce qu'il y a toute une prise en charge préopératoire qui est très longue et en fait, on les met dans des parcours qu'on appelle la RAC, c'est la réhabilitation améliorée après la chirurgie. Ça, c'est vrai pour toute la chirurgie.
Ce qu'on voit, c'est que plus le patient il est acteur de sa prise en charge, plus il a tout préparé en amont. En fait, nous, ils ont toutes les ordonnances. Ils ont déjà préparé les repas à la maison. Ils ont l'infirmière qui les attend. On vérifie vraiment qu'il n'y ait pas de complications. On vérifie une prise de sang. Il y a un numéro de téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, s'il y a le moindre souci, bien sûr, il revient. Si on ne sent pas le patient, il reste. Et si le patient, par exemple, il est sous insuline, on va le garder une nuit de plus parce qu'il faut qu'on adapte les traitements, mais souvent, ils sortent au bout d'une nuit ou deux maximum. Et voilà, et on a un retour chez nous de 1%. Voilà, donc ça se passe bien. En ambulatoire, j'ai essayé. C'est compliqué, c'est difficile pour l'alimentation. C'est pas dû au fait des prestataires qui sont très bien, mais je suis revenue là-dessus. J'ai eu quelques soucis aussi. Voilà, ça m'a un peu. Voilà. Donc, je préfère que les patients restent au moins une nuit. Euh, et pour la réalimentation standard à un mois, ça me semble difficile. Pour être honnête, parce que c'est un peu long, la poche est petite, ça demande de la restructuration, ça demande, voilà. Le but, c'est pas que le patient il vomisse à chaque repas, qu'il ait des pesanteurs gastriques. Donc en fait, moi je trouve que je leur dis au bout de 3 mois, les 3 mois ils deviennent petits mangeurs, c'est-à-dire que s'ils vont au restaurant, entrée plat dessert, c'est fini. C'est entrée plat ou plat dessert. C'est des petits mangeurs, mais ils mangent de tout. Voilà ce que je leur dis aux patients. Donc pour moi, c'est une vie de tous les jours. Que si on dit pas qu'on a été opéré, ça se voit pas. Parce qu'il y a des patients qui n'ont pas besoin de raconter leur vie forcément. Mais c'est petits mangeurs, quoi. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Et pour les protocoles de réalimentation, si vous voulez, je peux demander à mes diètes et puis je peux vous les envoyer, les donner à l'ASRAE, comme ça vous les aurez. Moi, je les ajouterai dans les ressources. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu oui sur d'autres questions. Je sais pas si peut-être le temps de l'écrire. En tout cas, on a été sollicité à l'ASRAE pour ces histoires de formation et la difficulté et ce qu'il faut qu'on travaille, c'est de voir comment est-ce qu'effectivement on diffuse des messages, notamment pour les diètes libérales qui suivent des patients qui viennent de différents établissements avec différents protocoles. Donc, on va travailler ça notamment en lien avec la FDN aussi pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut diffuser au moins les grands messages clés. Et après, effectivement, il y a des spécificités propres à chaque établissement sur la région. Mais si on peut avoir les protocoles, on vous les diffusera aussi pour que vous puissiez avoir toutes les infos en libéral. Bah, oui, je sais pour la région. Alors moi, je travaille avec Mi Van Dang qui est à la FNDN et qui est vraiment impliquée dedans. Et moi, elle fait une formation, moi, au sein, parce que je suis responsable du DU de la chirurgie bariatrique à Nantes. Je fais partie des 4 centres en France. Et donc, en fait, elle vient faire une formation, mais c'est pour les chirurgiens. Donc, en fait, elle a tout un topo, en fait, dessus, comment elle fait, pourquoi, voilà. Il ne faut pas hésiter à la solliciter, en tout cas. Je parle pour nous, hein, au CHU de Nantes. Après, pour les grandes structures, je sais que la clinique de l'Angelou ne fait pas du tout, pas de la même façon, c'est une façon de faire. Il y a le tout PCA, Elsan, voilà, avec Antoine Sina, l'équipe est plutôt de plus en plus vers ce qu'on fait, voilà. La Roche-sur-Yon, comment plus vers ce qu'on fait nous, en tout cas pour les centres qui en font beaucoup, hein, je parle, hein, voilà, et je parle pour ceux que je connais. Après, voilà, mais donc à adapter. Voilà. Et un protocole standard national, non pour le moment. Non. Et après, vous savez, le but, c'est si on harmonise trop les choses, c'est pas comme ça que la recherche avance. Donc, c'est important de garder pour pouvoir faire des études, pour essayer d'avoir la meilleure façon au final. Alors, peut-être qu'un jour, on y arrivera, mais voilà. Puis comme vous le disiez, il y a une diversité de patients et de situations avec les comorbidités qui font que j'imagine que c'est vraiment adapté à chaque patient aussi. Mm. Et pour les patients à 10 ans qui reprennent du poids, le fractionnement, nous, on a tendance à essayer de le remettre en place. Il y a des patients qui n'y arrivent pas, mais ça évite en fait les fringales et ça évite après la reprise d'alimentation massive quand à un moment, voilà, effectivement, il faut retravailler tout ce qui est mastication, activité physique, le fractionnement, tout ça, ça c'est important. Mais c'est vrai que souvent, ils ont perdu ça avec le temps, ou ils ont augmenté petit à petit les quantités sans s'en rendre compte en fait. On leur dit de repeser, en fait, même si à un moment on leur dit d'arrêter, parce que ça devient maladif pour certains.
Mais on leur dit que de temps en temps, c'est bien de refaire une assiette test pour se rendre compte s'ils augmentent ou pas les quantités. Donc voilà, mais ça c'est vrai pour tout le monde. Après, nous, on n'est pas. Ils ont le droit d'avoir des écarts, c'est important d'en avoir dans la vie, sinon il n'y a pas de plaisir. Mais voilà, mais tout est dans la mesure, mais ça c'est vrai pour tout le monde. Donc voilà. N'étant pas un modèle de diététique, je ne me permettrai pas de juger mes patients. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ça a l'air de se stabiliser au niveau des questions. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire. Et puis, on aura peut-être l'occasion de rééchanger, notamment autour de ces questions de formation. Voilà, on va essayer d'avancer sur le sujet pour voir comment est-ce qu'on peut répondre à cette demande. Oui, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas, l'équipe sera contente et il n'y a aucun souci pour justement travailler dessus et aider sur ça. Donc, il n'y a pas de problème. Stéphanie Brun du CHU, elle est dans la boucle des échanges. La diète du CHU. D'accord, ok. Ouais. Bah, voilà, faut pas hésiter. Et puis, ils sont toujours contents de travailler. La FNDN était venue pour la Sofco, du moins a beaucoup participé, a été et tout, et donc ils ont été très contents. Et en fait, ça a redonné de l'émulation au sein du groupe. Et justement, de travailler ensemble, moi, je trouve que c'est la société, la FNDN est dans une très bonne dynamique actuelle. Donc voilà. Ah, dernière question, je vois dans le chat. Alors non, nous, alors pour les quantités, on leur donne les quantités, effectivement, les quantités qu'ils doivent atteindre. Mais en fait, en pratique, c'est normal qu'ils les atteignent pas au départ, surtout au début. Et donc, en fait, nous, on leur demande juste où ils en sont et on leur dit de compenser avec les protéines. C'est pour ça qu'on met toujours du Protifa. On peut être amené, alors on met 1 mois, mais qu'on peut être amené à durer 2 mois, 3 mois chez des patients qui n'arrivent pas à les quantités. Donc voilà, ce qu'on veut voir, c'est un équilibre alimentaire à peu près, voilà. Et on s'inquiète si vraiment il y a trop peu de quantité. Ou ce qu'on a aussi des difficultés, c'est les boissons, ils boivent pas assez. Donc, on vraiment leur dit de prendre une gourde, de quantifier tout ce qu'ils boivent dans la journée, de fractionner. Et en fait, en pratique, hein, franchement, 95% ne mangent pas les quantités. Un mois. Donc, en fait, on n'a pas un discours très culpabilisant. En fait. Voilà. Mais c'est les protéines la priorité. En post-op immédiat, c'est les protéines. Je pense qu'on peut clôturer si on a fait le tour des questions. Ouais. Merci beaucoup.